Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants, sur Fréquence Évasion, nous parlerons de thérapie quantique en compagnie de Pascal Radic. À tout de suite. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Pascal Radic, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, vous pratiquez la thérapie quantique. Qu'est-ce que la thérapie quantique et que peut-on soigner avec cette thérapie ? Alors, je vais essayer de le dire humblement, si j'ose dire, mais potentiellement, on peut tout traiter, tout adresser. Ça paraît un peu présomptueux, mais en même temps, l'approche, il faut bien comprendre qu'elle est vraiment différente. C'est-à-dire que par rapport à une médecine standard, allopathique, qui va vraiment s'adresser à des pathologies, que ce soit d'ordre physique ou autre, en général de manière médicamenteuse et donc chimique, avec les thérapies quantiques, en général, on va s'adresser au niveau de l'information vibratoire des éléments du corps, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau mental, émotionnel. Donc, on cherche en fait à réinformer vibratoirement le message qui est généré, les fréquences qui sont générées justement par des états de déséquilibre. On en reparlera plus largement tout à l'heure. Comme beaucoup de nos intervenants, vous êtes intéressés à d'autres aspects de la vie, notamment à ce qui est de l'ordre du visible. Qu'entendez-vous par là ? De l'ordre de l'invisible. Oui, du visible. Pour moi, oui. Pour moi, la partie visible, en fait, de notre réalité, de ce qu'on perçoit à travers nos 5 sens, ne représente qu'une infime partie de la réalité absolue. Il est clair, c'est une évidence, pour moi en tout cas, mais pas que pour moi, également de nombreux physiciens, en physique quantique notamment, ont expliqué et ont développé des théories qui commencent à être gentiment prouvées de l'existence notamment d'univers parallèles, d'autres espaces, d'autres dimensions. Et je pense que la dimension physique, la réalité dans laquelle nous vivons, ne représente que moins de 1% de la réalité absolue. 1%, donc, c'est pas beaucoup, hein ? Moins de 1%. Ouais. Donc, si vous prenez une personne dans son entièreté, un être incarné, peu importe qui, son corps physique et ce qu'elle pense être en tant qu'individu, en tant que personnalité, ne représente moins que de 1% la totalité de ce qu'elle est en réalité. C'est clair qu'il y a une dimension qui va bien au-delà du visible, des couches subtiles qui vont très très loin. Et je pense que c'est ça qui est captivant et intéressant d'aller creuser. Alors finalement, vous rejoignez tous les chercheurs en sciences quantiques, les expérimentateurs de NDE, qui nous disent que quand ils étaient passés dans l'autre dimension, de l'autre côté, ils étaient bien autre chose. Oui, complètement. Pour moi, la dimension physique, elle est ce qu'on perçoit. Et encore, je pense que tout est une question effectivement de perception. C'est-à-dire que vous, moi ou n'importe qui, on va percevoir les choses autour de nous dans notre réalité d'une certaine manière. Pourtant, quand je dis d'une certaine manière, ça veut dire, pour prendre par exemple ce que nous sommes, on peut effectivement se percevoir, et je pense que c'est le jeu de la vie aussi, des êtres individualisés, séparés les uns des autres. Mais quand vous regardez ça dans le bouillon universel de l'énergie qui compose toutes choses, dans la matrice quantique de l'univers, tout ça en fait est relié. Quand on regarde d'un point de vue énergétique, il n'y a plus de séparation. Quand deux personnes échangent l'un avec l'autre, d'un point de vue physique, oui, on les voit face à face, ou alors l'un au bout d'un téléphone, etc. Mais il y a tout un échange énergétique qui se passe au niveau inconscient, au-delà de l'aspect visible. C'est ça qui est intéressant aussi. Vous rejoignez aussi Franck Athem, Jacqueline Bousquet, qui nous disait que tout était information, même que ce monde, celui dans lequel nous vivons, le monde physique, n'a pas d'existence en tant que tel, c'est que de l'information. Et Jacqueline Bousquet allait plus loin, elle disait « ce monde n'existe pas, nous le rêvons ». J'aime bien cette formulation. Les aborigènes parlaient de Dreamland, le pays des rêves, le monde des rêves. C'est un peu la même chose. Et d'ailleurs, je me souviens d'une citation d'un yogi qui disait que l'expérience humaine n'est pas physique mais mentale. Ouais.
Donc ça veut vraiment dire que tout est une question de projection, tout est une question de perception de notre réalité, de comment est-ce qu'on veut la voir et la vivre. C'est clair que tout ça, évidemment, c'est lié à notre niveau de conscience respective de chacun. Mais oui, je rejoins complètement cette situation que vous venez de donner. Complètement. Alors quelque part ici, c'est un rêve collectif. Oui. Pour moi, l'incarnation humaine est une expérience collective, mentale et collective. La formule qu'on entend souvent de nos jours, c'est que nous sommes des êtres co-créateurs. Et c'est bien ça l'idée, c'est qu'on co-crée les uns les autres. On a tous ce potentiel divin qui nous habite, cette source, cette énergie de création, de manifester les choses. Malheureusement, plus souvent de manière inconsciente que consciente. Mais le but, je pense, du chemin de chacun, c'est justement d'élever son niveau de conscience pour manifester et créer des expériences qui soient plus conscientes, qui vous arrivent dans la vie, et non pas ce qu'on pourrait percevoir d'un point de vue conscient, subir des événements de vie. Ouais, exactement. Alors on s'intéresse pas beaucoup aux rêves, mais quelque part, alors, pour ceux qui se souviennent bien de leurs rêves, comme moi par exemple, c'est une réalité. Alors, j'ai l'impression d'être ici, hein, et pourtant c'est un rêve. Quelque part, on est dans une autre dimension au moment du rêve. Oui, je pense que c'est un c'est un mélange de plusieurs choses. Effectivement, il y a une partie de nous qui s'échappons, qui se déconnecte de la dimension physique pour effectivement aller explorer d'autres mondes, d'autres réalités, d'autres plans de conscience. Et parfois même se connecter à d'autres choses, se connecter à d'autres êtres, recevoir des informations. Oui. Mais c'est sûr que dans le mécanisme du subconscient qui lui va traduire ces événements et ces expériences et ces voyages, des fois ça peut donner des rêves un peu décousu. Aussi le rôle, on va dire plus cartésien du subconscient, c'est aussi un exultoire, dans le sens où ce que vous vivez dans votre vie de tous les jours, c'est processé dans l'esprit, si vous me permettez, pardonnez cet anglicisme, et parfois c'est ce qui fait qu'on peut avoir des rêves qui n'ont pas de sens. Mais on peut aussi avoir des rêves qui sont d'une profondeur et d'une vivacité extraordinaire. Et quelque part, est-ce qu'on ne ramène pas que des bribes? Finalement, la mémoire repasse par le filtre du cerveau. Est-ce que ça coupe pas des séquences dont on ne se souvient plus? Et finalement, si on alignait toutes ces séquences, le rêve, enfin ce qu'on a vécu de l'autre côté, deviendrait cohérent. Probablement. Je vais être honnête, c'est pas donné à tout le monde d'être capable de comprendre tous ces rêves, parce que ils sont remplis souvent d'une symbolique que le subconscient utilise justement pour véhiculer des choses, que ce soit entre guillemets du nettoyage ou effectivement de choses réelles. Et puis il faut savoir qu'il y a aussi toute une dimension qui se passe souvent la nuit à notre insu lorsque l'on dort sur des couches plus subtiles de notre être. On dit des fois d'ailleurs que les gens qui rêvent peu ou qui se souviennent pas de leurs rêves sont souvent des gens dont des aspects plus subtils de leur être travaillent dans des plans supérieurs de conscience durant la nuit, et c'est ce qui induit dans le corps physique une profondeur de sommeil justement plus profond que d'autres personnes. C'est possible. En même temps, le processus du rêve reste quelque chose de cyclique, avec une phase d'endormissement profond justement, et une phase de sommeil paradoxal justement, durant laquelle on est censé plus entre guillemets rêver ou se souvenir de nos rêves. Après, c'est sûr que c'est dépendant d'une personne à l'autre en fonction de son mode de vie, etc., etc. Il y a plein de facteurs qui vont venir impacter le fait qu'on se souvient plus ou moins ou pas de ses rêves, qu'on ait des rêves plus ou moins lucides ou pas, et d'autres capacités ou d'autres significations. Alors on parle souvent du rêve lucide qui serait la porte pour partir dans ce qu'on appelle le voyage astral. Certains nous disent qu'ils sortent dans l'astral en partant du rêve lucide. Oui, je pense qu'on peut le voir comme ça. On pourrait évidemment sémantiquement, j'allais dire, décomposer la signification de ces termes. Rêve lucide, voyage astro, projection astrale, etc. Mais je pense que de manière plus simple, en fait, tout va dans la même direction. Donc, effectivement, la capacité de se réveiller dans son propre rêve et de devenir conscient, vraiment acteur pleinement de son rêve et de pouvoir faire tout ce qu'on a envie et non plus quelque part de subir son rêve, si j'ose dire, puisque effectivement, la plupart du temps, quand on rêve, cette capacité consciente est éteinte. Ce mental qu'on utilise durant le jour, dans notre vie de tous les jours, il est éteint. C'est un peu le principe d'ailleurs. C'est-à-dire quand on dort, le mental il est éteint, et ce qu'on peut identifier à ce mental, entre guillemets notre conscience, effectivement elle est off, si j'ose dire. Mais l'idée derrière ça serait de pouvoir justement réveiller cette
dimension consciente de ce que nous sommes, pour reprendre les rênes de nos rêves et vraiment pleinement pouvoir aller explorer ce monde à la fois onirique, mais aussi de tout ce que ça comprend, c'est-à-dire tous ces autres mondes qui habitent, d'autres plans d'existence, de conscience, d'autres êtres, etc. Mais effectivement, c'est une capacité qu'on peut travailler, qui peut se développer. Moi, personnellement, j'ai pas de don particulier par rapport à ça. J'ai peut-être d'autres capacités. Enfin, chacun ses aptitudes et ses potentiels. Mais effectivement, c'est une chose. Je connais, j'ai des amis personnels qui ont ces capacités de rêve lucide ou de voyage hors du corps. Et c'est sûr que c'est magnifique. Ouais. Alors, vous dites que la corrélation entre l'esprit et la matière sont indissociables. Oui, ça c'est aussi en lien par rapport à la compréhension que malheureusement la médecine moderne, en tout cas on connaît depuis 300-400 ans environ, qui elle dissocie l'esprit et la matière. Et je trouve que c'est une ineptie totale. Excusez-moi. Mais enfin, oui, non, on a l'habitude ici. Oui. Oui, mais je veux dire, pour moi, c'est comme rationaliser une pathologie dans le corps en faisant abstraction de tout le contexte et tout le bagage de la personne. C'est pour ça que d'ailleurs, une personne qui peut-être viendrait me voir pour un soin en biofeedback quantique, par exemple, et biorésonance, parce que je sais pas, elle aurait des maux à la tête, des migraines ou autres, d'une personne à l'autre, je vais pas du tout aborder ça de la même façon. Bien sûr. C'est clair et net. Le but, c'est déjà d'éliminer les stress derrière ça et idéalement de comprendre la raison qui amène à manifester ces troubles au niveau du cerveau en termes de douleur. Donc, on peut pas dissocier la matière du corps. Pour moi, c'est une et même chose. En réalité, et encore une fois, tout est une question de perception. Parce que quand on élargit sa vision par rapport à ça, on comprend que le corps physique n'est rien d'autre qu'un corps d'énergie, habité par une conscience qui permet de maintenir ce corps dans l'état où elle est, c'est-à-dire vivant, en un morceau, si j'ose dire, pour vivre l'expérience de vie que vous devez faire durant ces quelques décennies où vous habitez cette terre. Et le corps, ce corps magnifique, énergétique que nous habitons, est un véhicule en location. Voilà, c'est ça, ouais. Et nous sommes le chauffeur. Voilà, exactement. On est le chauffeur, on nous a confié les clés et il faut en prendre soin. Exactement. Et il faut en avoir conscience. Malheureusement, la plupart des gens n'ont pas suffisamment de conscience. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas une bonne intention, mais quand je dis en prendre conscience, ça veut dire faire ce qu'il faut pour maintenir le corps aussi dans un état de relative entre guillemets, bonne santé. Oui, c'est sûr. Être conscient de ce qu'on mange, de ce qu'on donne à son corps, être un peu actif parce que c'est important. Peut-être aussi avoir des activités créatrices, c'est important aussi, parce qu'on est aussi des êtres créateurs. Peu importe, il y a plein de façons de le faire. Donc c'est un tout. Et on ne peut pas dissocier ces aspects-là de la dimension purement physique, chimique ou atomique du corps. C'est pas possible. Alors vous pratiquez la technique de soins et guérison quantique, l'hypnothérapie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se déroule une séance? Oui, très volontiers. Avant d'expliquer comment se déroule une séance, peut-être je devrais expliquer qu'est-ce que c'est exactement cette technique. Oui, exactement. Cette technique-là est issue en fait d'une américaine hypnothérapeute très connue qui a développé ça sur près de 45 à 50 ans de pratique, qui malheureusement nous a quittés d'ailleurs il y a pas longtemps, qui s'appelle Dolores Cannon. Cette femme extraordinaire a développé une technique d'hypnose quantique, elle appelle ça comme ça, parce que effectivement ça implique une phase de régression dans un lointain passé. Ça peut être dans l'enfance, comme ça peut monter beaucoup plus loin que ça. J'entends par là aussi des vies passées. Les vies passées, oui. Et encore, quand on creuse la thématique, on découvre que la notion de vie passée aussi est une perspective de l'esprit. Parce que dans notre compréhension et vision de la matière et du temps, justement, le temps, on le perçoit de manière linéaire. Et ça, c'est une construction de l'esprit humain. Et donc, du coup, on se représente un passé avec potentiellement peut-être des vies passées, le présent dans lequel nous sommes, et un futur, quelque chose de presque lointain. Alors que la réalité, c'est qu'il n'y a ni passé, ni futur, tout est instant présent, mais dans des plans différents, des lignes de temps parallèles. Et donc, quand on s'en connecte en fait à ces autres versants de soi-même, ça peut nous apparaître comme appartenant à d'autres époques. Donc, la perception, l'interprétation qu'on en fait peut être « Ah ben tiens, c'est probablement une vie passée. » Peut-être. À la limite, c'est pas important. Tout ça, ça reste des excuses. Mais effectivement, le cheminement à travers cette technique, c'est de se connecter aussi à des mémoires, des souvenirs qui appartiennent vraisemblablement à d'autres versions de nous-mêmes qui vivent ce qu'ils sont en train de vivre, même en manque nous, même si pour nous ça peut nous percevoir comme des vies passées.
et qui sont en lien à des choses que vous traversez dans votre vie actuelle. Et ça peut effectivement mener à des compréhensions par rapport à des difficultés que vous traversez, à des questions que vous vous posez, etc., etc. Donc ça, c'est la première phase en fait de ce travail qu'on fait, cet aspect de régression dans ces mémoires passées. Parfois, on a des surprises. Ah oui? Des fois, c'est de pas quel des genre? mémoires passées, c'est des mémoires qui pourraient venir du futur. Ah oui. Ben oui, puisqu'encore une fois, le temps n'est pas linéaire, c'est une construction de l'esprit. Alors c'est drôle ce que vous me dites là, parce que Nicole Dron, qui a vécu une NDE dans les années 60, 68 exactement, me disait que de l'autre côté, elle a vu ce qu'on appelle ses vies passées. Hein, elle a vu d'ailleurs qu'elle avait vécu plusieurs vies avec son mari actuel, et elle voyait aussi sa vie future, c'est-à-dire elle voyait encore tous les embûches qu'elle allait avoir par rapport à la vie présente et ses vies passées, et que finalement tout se tenait. Et il y avait une relation entre la vie future qu'elle allait avoir, la vie présente et ses vies passées. Comment peut-on expliquer? Effectivement, ça fait partie d'un cheminement qui est en lien aussi avec ce que l'âme souhaite comprendre, souhaite expérimenter, tout simplement dans son processus de retour à la source. Et ce n'est que par l'incarnation, essentiellement, il y a toujours des exceptions à la règle, mais généralement c'est par l'incarnation physique qu'on peut vraiment intégrer certaines leçons de vie, certaines compréhensions qui nous permettent justement d'élever notre niveau de conscience et donc gentiment de retourner vers la source, par la matière. Et finalement, c'est rien d'autre que ça, le but de l'existence, c'est d'incorporiser cette notion de spiritualité, la vivre à travers chaque instant de la vie, de ce qu'on fait, de ce qu'on dit. Et je mets ici aucun lien à toute école, courant ou religion. Ah oui, exactement. Mais c'est vraiment dans cette approche-là. Donc oui, ça me surprend pas qu'elle ait pu percevoir ça durant cette NDE. Alors quelque part, le monde physique, c'est un réflecteur. Certains disent c'est une école, mais c'est aussi un réflecteur. C'est comme finalement l'effet miroir. C'est comme se regarder dans un miroir. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup cette image que vous donnez, parce que je l'utilise moi-même très souvent. Ah oui. Pour moi, la vie est un jeu de miroir. Et encore une fois, je pense que la plupart de vos auditeurs sont familiers avec ce concept. Mais c'est vrai que le monde extérieur n'est qu'une projection de notre monde intérieur. On va pas réinventer la roue, mais de nombreux maîtres, enseignants et leaders dans le monde, on partage cette philosophie, cette compréhension depuis la nuit des temps. Et le but, c'est d'arrêter de s'identifier avec ce monde extérieur, mais de revenir à l'intérieur. À chaque fois que vous avez une difficulté dans votre vie, posez-vous plutôt la question, qu'est-ce que je dois comprendre en moi par rapport à ça? Et puis en général, quand on le comprend, pouf, tout se dissout presque instantanément, ou en tout cas très rapidement. C'est pas toujours facile, hein. C'est pas toujours facile, hein, de trouver justement... Alors ça, je dis pas le contraire. Ce qui cloche, entre guillemets. Ça, c'est clair que c'est un cheminement. Mais pour moi, la vie est vraiment un jeu de miroir. Et des fois, j'utilise aussi l'analogie de la pièce de théâtre. C'est pareil. La vie, c'est une grande pièce de théâtre, en fait. On est tous sur scène. Et on joue, on a un rôle. Et puis qu'on peut pas s'en défaire. Alors qu'en réalité, on a tous les rôles. Non seulement sur scène, mais même en dehors, en coulisses. On est à la fois l'acteur, mais on est aussi le régisseur, le producteur, le pigiste, enfin, celui qui gère les lumières, l'éclairagiste, tout le monde. Et on peut vraiment changer de casquette quand on le veut. Rien ne nous freine, rien ne nous empêche de changer ça. Il faut simplement en prendre conscience. C'est sûr que quand on s'est incarné, notre âme a choisi aussi un potentiel pour passer par certaines expériences. Le corps que vous avez aujourd'hui, il est venu justement avec ce potentiel. On peut le voir d'un point de vue génétique, si vous préférez, mais c'est pareil, rien n'arrive et ne se manifeste par hasard. De même que le choix de la famille permettra un pôle de potentiel, de talent, mais peut-être aussi de frein, si j'ose dire, par rapport à certaines expériences. Et malgré tout, rien n'est défini. C'est pas parce que, par exemple, dans une famille, on va dire, plusieurs personnes ont le cancer de je sais pas quoi, que vous devez avoir le cancer. Bien sûr. Mais ça, c'est des croyances qui reviennent de manière récurrente. Je pense notamment à une figure très connue, une actrice américaine, Angelina Jolie, qui s'est enlevé sa poitrine parce que dans sa famille, il y a eu des antécédents de cancer du sein. Alors qu'elle a un train de vie extrêmement sain, c'est-à-dire elle prend soin d'elle, elle fait du sport, elle mange sainement. Le cadre est complètement différent. Et il ne faut pas oublier, d'ailleurs, en épigénétique, que on a expliqué et démontré qu'on peut vraiment influencer et influer la manifestation de certains gènes
ou à contrario de bloquer leur manifestation par le terrain, c'est-à-dire comment on s'alimente, par l'activité physique, donc le mode de vie, par des relations saines et constructives, aimantes, par votre attitude. Et toutes ces choses-là vont vraiment dans le sens de la pensée créative ou créatrice ou positive, appelez ça comme vous voulez, mais finalement c'est rien d'autre que ça. Des films comme Le Secret ou la loi de l'attraction et tout ça expliquent aussi tous ces procédés. Donc même si on peut être entre guillemets, j'allais dire être né dans un cadre qui n'est pas forcément porteur, ça ne change en rien au potentiel qui vous habite et que ce que vous êtes. Donc voilà, la vie c'est à la fois un grand jeu de miroir, de même qu'une grande pièce de théâtre. D'ailleurs, je pense que probablement une des expériences les plus fortes, c'est simplement la vie de couple. Parce que quand on vit 24 heures sur 24 avec quelqu'un et que l'autre vous renvoie constamment une forme d'image de vous-même face à vous, et c'est pareil aussi pour les enfants. Parce que les enfants, alors, eux, c'est droit dans le visage, si j'ose dire. Vous pouvez pas vous défiler, vous dérober, et puis si vous mentez, ils le sentent tout de suite. Et donc ça vous force à vous repositionner. Ça vous force constamment à vous poser des questions sur votre fonctionnement, sur ce que vous projetez sur le monde extérieur. Et c'est magnifique. Après, il y a plein d'autres voies et d'autres possibilités, mais c'était juste un exemple. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour, nous sommes toujours en compagnie de Pascal Radic. Nous parlons de thérapie quantique. Alors tout à l'heure on parlait justement de vivre correctement, le plus sainement possible. C'est pas un hasard si tout le monde est malade aujourd'hui. Il y a énormément de gens qui sont malades par rapport à une certaine époque, parce que les gens mangent très mal, mangent de toutes sortes de saloperies. Les gens sont plutôt désunis. Donc ceci explique cela. C'est clair. Après c'est un ensemble de facteurs. Depuis 40-50 ans et l'avènement des pesticides et des herbicides dans notre alimentation et l'industrie agroalimentaire, c'est sûr que ça a changé la donne. Il y a encore pas longtemps, il y a un article qui est sorti là et qui était passé aux infos qui montrait que la qualité nutritionnelle d'une pomme il y a 50 ans d'aujourd'hui est de l'ordre de 50 fois l'écart. C'est énorme. C'est énorme. Et il n'y a pas de surprise. Donc malheureusement, on est rentré avec cette ère depuis les années 60, post-guerre on va dire, à un boom dans la productivité, commercialisation, et puis avec l'avènement d'une part Internet, et pas que ça, mais aussi la globalisation des échanges internationaux, on est encore plus dans une dynamique de production et de productivité. Donc produire plus, vendre plus, être compétitif en termes de prix, c'est sûr qu'à un moment ou un autre, ça va pêcher quelque part. Et effectivement, c'est là que pour ça, aujourd'hui, on commence à voir apparaître depuis maintenant 10-15 ans, peut-être même presque 20 pour ceux qui sont levés les plus tôt, des mouvements effectivement bio chez le producteur local, de décroissance et tout ce genre de choses. Et je pense que c'est tant mieux. Je pense que c'est tant mieux. Mais c'est sûr que malheureusement maintenant on est en train de payer un peu le prix de ces changements industrielle que notre civilisation a subi depuis une cinquantaine d'années, avec effectivement la manifestation et l'arrivée de nouvelles maladies qui, je pense, n'auraient jamais leur place il y a 50 ans en arrière. C'est certain, Mais on a l'impression que le mouvement s'accélère. Les gens mangent de plus en plus sainement, s'intéressent aux nouvelles énergies, s'intéressent au bio, s'intéressent à toutes ces choses. Et on a l'impression que là, ça commence à faire boule de neige. Oui, exactement. Et je pense qu'il va arriver un moment par rapport à certains pays, certains gouvernements, où on va atteindre un seuil critique. Et dans certains, c'est déjà fait. C'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, le gouvernement prend des décisions dans le sens de la population, et non plus dans le sens d'intérêt économique. Puisqu'on sait que malheureusement, la plupart de nos élus, on sait d'où le soutien réel vient. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, ça sera une autre chose. Mais donc du coup, effectivement, quand je regarde notamment dans certains pays nordiques, en Europe, où il y a relativement plus d'avance sur certains points, que ce soit alimentaire, que ce soit au niveau des énergies, que ce soit au niveau j'en passe, il y a un moment où il y a une prise de conscience, ça c'est clair et net. En France,
il y a un effort qui est clair, on le sent, il y a une accélération qui est en train de se sentir, mais en même temps, c'est pas la plus grosse des accélérations. C'est vrai. Là, par exemple, j'ai encore découvert il y a pas longtemps qu'il y a un rapport qui devait être soumis, je ne sais pas si c'était à l'Assemblée nationale ou au Sénat, je sais pas quoi, par rapport à la possibilité de transitionner vers des énergies vertes à 100%, je dis bien à 100%, donc au revoir le nucléaire, au revoir tout ça, d'ici 2030. Et ce rapport a été, on ne sait pas comment, retravaillé pour qu'on passe à 50% de transition d'ici 2050. Oui, on recule toujours l'échéance. Non, mais c'est ça, c'est constamment ça. Et c'est agaçant, c'est agaçant. Bon, après, on est géré par des élus, par un gouvernement qui va dans un certain sens, qui essaie de satisfaire certains lobbies ou groupes d'intérêt, mais je pense que les choses peuvent changer quand même de manière différente. Et les choses, des fois, stagnent, ou on a l'impression qu'on recule un peu, puis d'un seul coup, elles sont emportées par la vague, et les choses changent d'un seul coup. Oui, là encore, par exemple, on a l'histoire extraordinaire de ce jeune néerlandais de 17 ans qui a découvert une technique pour nettoyer les océans des plastiques, de ce genre de choses. Ça fait maintenant 1 an et demi qu'il est en phase de développement par rapport à ça. Il a fait une levée de fonds extraordinaire de, je crois, 2 millions de dollars, tellement il a eu de soutien de par le monde. Puis là, ils sont en phase test. Et d'ici 2018, je crois, ils vont implémenter en taille réelle ce système de filtration au Japon et dans le Pacifique, là où on a ce fameux, on appelle ça le 7e continent, je crois. Malheureusement, parce qu'il y a une quantité de plastique qui flotte, qui est tellement énorme que ça ressemble. On a appelé ça le 7e continent. Et en même temps, en parallèle, dans les médias, on voit que si on continue au rythme de pollution où nous en sommes, d'ici 2050, on trouvera plus de plastique dans nos océans que de poissons. Ouais, c'est grave. Donc, moi, ce que je trouve, oui, c'est grave d'un côté, mais en même temps, ce que je trouve encourageant et plein d'espoir, c'est des initiatives de citoyens comme ce jeune homme, qui portent énormément d'espoir par rapport à d'autres choses. Encore pas plus tard qu'aujourd'hui, encore une fois, j'ai regardé une vidéo d'un jeune homme aux États-Unis de 13 ans qui a monté un circuit dans son garage pour produire de l'électricité libre, à partir de les principes de Nikola Tesla, etc., etc. Et le gamin, il a 13 ans, quoi. C'est incroyable. Et puis ça passait aux nouvelles, aux 20h locales, parce que ça surprenait, et puis parce qu'on comprenait pas. Mais je trouve ça extraordinaire. C'est formidable. Ben oui. Donc après, à voir comment est-ce que les choses évoluent, mais ça laisse quand même de l'espoir par rapport à l'évolution des choses, globalement, collectivement. Mais après, c'est sûr qu'en plus de ça, ça ne nous déresponsabilise pas en tant que citoyens, individuellement, de faire des choses qui vont dans ce sens. Tout à fait. Alors, nous allons parler d'une lampe assez particulière, la lampe Lucia. Voilà. Nous y voilà. Vous pouvez nous présenter cette lampe ? Oui, très volontiers. Alors, la lampe Lucia est une machine. C'est à la base un neurostimulateur qui a été créé en Autriche par 2 médecins, un neurologue et un psychothérapeute clinicien, qui a aussi travaillé avec des enfants d'ailleurs, justement à la suite d'une NDE, d'un de ces 2 médecins. Et je vous parle de ça il y a 40 ans en arrière. Ah oui, quand même. Ah oui, c'était à l'enfance. Il y a eu un accident où il a failli mourir. Il s'est retrouvé dans cet autre plan, cette autre dimension supralumineuse extraordinaire, baignée dans cette lumière blanche pénétrante, bienveillante et extraordinaire. Il rentre pas trop dans les détails, je pense qu'il veut garder un petit peu du côté privé par rapport à son expérience, mais en gros, ce qu'il dit, c'est que cette expérience l'a tellement bouleversé que, en fait, depuis ce moment-là, ça a été un fil conducteur toute sa vie pour essayer de comprendre s'il existait autre chose au-delà du monde physique, ou est-ce que c'était un produit de l'esprit. C'est vrai qu'ils le disent tous, ils le disent tous les intervenants que j'ai ici, sans exception, qui ont vécu des NDE, ils sont nombreux, disent la même chose, me disent, ça a complètement changé ma vie et j'ai pris conscience de tout. Et encore, vous savez, il y a différents types de NDE. Oui. Il y a des gens qui, des fois, ont des expériences de mort imminente, mais pas dans le sens où nous, on l'entendrait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose de particulier, d'extraordinaire qui se passe pour eux. Donc après, c'est difficile à dire pourquoi est-ce que ça se manifeste, et j'imagine que rien n'arrive par hasard, encore une fois. Hein, mais si la personne elle doit avoir une expérience entre guillemets transcendantale, ou de communication avec son être divin, ou ses guides, ou appelez ça ce que vous voulez, ça va le faire.
Ouais. Mais s'il n'y a pas de nécessité, il n'y a pas de raison que ça se passe. Bref, c'est des considérations qui nous dépassent. Mais revenons à la lampe. Oui. Donc, du coup, ce médecin qui a eu cette expérience-là, en fait, ça a été finalement le fil conducteur toute sa vie de comprendre les phénomènes de la conscience en lien à la lumière. Et il a fait plein d'explorations toute sa vie, toutes sortes de substances organiques, des champignons, l'ayahuasca et tout ça, les trucs standards, pour justement explorer ces états de conscience modifiés, comme on appelle, et de voir s'il arrive à retrouver quelque chose par rapport à cette expérience que lui-même a vécue à la suite de cet accident. Et puis, au début des années 2000, avec son compère, donc là je parle du docteur Procol et du docteur Winkler, ils ont décidé de se pencher sur la possibilité de générer ou d'induire des expériences de conscience particulières via la lumière, et notamment une forme de lumière particulière qui serait de la lumière blanche sous forme de flash stroboscopique. Donc pendant presque une décennie, ils ont exploré toutes sortes de choses, ils ont créé une machine qu'ils ont fait évoluer. Il y a eu un premier prototype, puis un deuxième. Et puis en 2009, finalement, ils en sont arrivés à vivre des choses, à ressentir des choses à travers cette machine et certains programmes qu'ils avaient développés, dont notamment un moment où le docteur ressentit à nouveau ce qu'il avait perçu durant sa NDE 40 ans plus tôt. Alors ça a été tellement puissant, il a dit ça y est, on a trouvé. Et donc du coup, ils ont verrouillé en fait cette lampe qu'ils ont créée. Ils ont déposé un brevet pour ça et ils ont commencé à travailler avec cette lampe dans leur cabinet respectif sur certains de leurs patients et voir qu'est-ce que cette lumière pouvait générer chez eux, que ce soit le neurologue ou le psychothérapeute. Et effectivement, ils ont constaté sur une grande majorité de personnes vraiment des effets se manifester relativement vite au niveau de changements comportementaux, par rapport à des problèmes psychologiques, même par rapport à des pathologies réelles, notamment en lien avec des problèmes de sommeil, plus simplement des problèmes de stress, des problèmes neurologiques, chez des personnes qui ont fait des AVC ou des malaises cardiaques, ou à la suite d'une chimiothérapie, etc. On a constaté énormément de bienfaits et des régénérations accrues à la suite de quelques séances sous cette lumière. Donc ils se sont dit, non, on peut pas rester à ne rien faire, il faut qu'on la fasse connaître. Donc à partir de 2010, ils ont décidé de la distribuer et de la commercialiser. Et c'est ce qui fait que voilà, maintenant depuis 6 ans, cette lampe existe. C'est une machine extraordinaire qui coûte malheureusement cher parce que la production est encore faite en Autriche, dans le Tyrol autrichien, selon une formule un peu familiale, ce qui fait que les coûts de manufacturation sont encore élevés. Mais voilà, aujourd'hui, il doit y avoir 60 ou 65 lampes comme ça dans le monde, ce qui n'est pas non plus énorme. Non, c'est pas énorme. Dont à peu près une quinzaine en Europe. Et pour l'instant, 3 seulement en France. D'accord. Bientôt 4, mais ça reste vraiment très peu. Et c'est vrai que depuis que je me suis lancé dans l'aventure, et je dois aussi vous expliquer comment j'ai découvert... Oui, j'allais vous poser la question. Comment avez-vous découvert cette lampe? Voilà. Effectivement, en fait, j'ai un couple d'amis en Australie qui m'ont appelé un jour. Ils m'ont dit, écoute Pascal, on va aller rencontrer deux scientifiques en Autriche qui ont créé une lampe qui paraît extraordinaire. Est-ce que tu veux venir avec nous? Parce qu'ils passaient par chez moi. Et j'ai dit, écoutez, avec grand plaisir. Donc on est parti sur un long week-end dans le Tyrol pour aller rencontrer ces 2 médecins. Et j'ai eu vraiment le plaisir vraiment de pouvoir rencontrer 2 belles âmes. Parce que c'était vraiment des personnes vraiment très ouvertes, sans vouloir tomber dans le stéréotype, mais c'est vrai que je m'attendais à des gens un peu plus cartésiens et carrés. Même si effectivement ils sont quand même tous les 2 médecins, donc ils doivent avoir une démarche relativement scientifique dans leur approche, mais ils ont essayé tellement de choses, se sont penchés sur tellement de différentes voies de vie que c'est des gens qui sont vraiment très ouverts. Et c'était vraiment plaisant à partager toutes sortes de choses. Et évidemment, durant ce week-end, en fait, j'ai pu tester cette lampe à plusieurs reprises et à la fin du week-end, c'était une évidence totale. Sans mauvais jeu de mots, une vraie illumination, que je devais faire quelque chose avec ça. L'état de bien-être, de sérénité et de calme d'esprit que ça me laissait, je me dis, si déjà rien que ça génère ça en moi, je pense qu'il y a moyen de faire plus que ça. Donc, en fait, avec ma sœur, on s'est lancé à 2 dans l'aventure. Ça remonte à 2013, déjà. Puisqu'à l'époque, en fait, j'habitais en Suisse, que je le mentionne. Et en 2014, je suis venu m'installer à Nice.
Et c'est à ce moment-là qu'effectivement j'ai commencé à diffuser autour de cette lampe, à participer à différents salons en France, pour la faire connaître, pour faire découvrir cette lumière qui est quand même assez unique à un maximum de personnes. Et aujourd'hui, j'ai des centaines et des centaines de clients, mais je pense que j'ai dû faciliter plus de 2000 expériences. Ah oui, quand même. J'ai été témoin de choses mais assez extraordinaires. Vraiment, j'ai tellement d'exemples à donner. Par exemple Par exemple, j'ai une dame qui est venue en juin l'année passée. Elle habite à l'étranger, en Turquie. Elle était venue voir sa fille qui étudiait ici. Et c'est son fils d'ailleurs qui était tombé sur mon site internet. Et elle a dit, écoute, maman, on va aller voir ce gars. Il a une lampe, là ça a l'air pas mal. Je pense que ça peut être intéressant. Bon, bref. Il débarque à mon cabinet. On fait une séance chacun. Ça se passe extrêmement bien. Très positive. Après, bon, eux, ils repartent. Moi, j'entends plus parler ni de l'un ni de l'autre. Et puis, 4 mois plus tard, cette dame, elle me rappelle, elle me dit, ah oui, Pascal, bonjour, écoutez, je repasse à Nice, est-ce que je pourrais venir refaire une séance? Je dis, avec grand plaisir. Donc, elle repasse pour sa deuxième séance, entre guillemets. Et d'abord, je prends des nouvelles, je me dis, comment ça va depuis la dernière fois? Et elle me dit, écoutez, ça va très bien, je garde vraiment de super souvenirs de notre première séance, et puis... puis oui, à propos, le lendemain de la séance, la dernière fois, j'ai arrêté la cigarette. Ah oui. Et puis, elle me sort ça comme ça, genre, anecdotique, quoi. Et je lui dis, mais c'est extraordinaire. Et je lui dis, vous avez essayé d'arrêter la cigarette avant cette séance? Elle me dit, oui, pendant plusieurs mois, j'ai essayé plein de choses, de techniques différentes, et rien qui marchait. Et elle est venue donc à cette séance de lumière la première fois, sans penser du tout d'ailleurs à arrêter la cigarette ou pas. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en réalité, cette lumière a créé vraiment le petit boost supplémentaire au niveau du système nerveux, au niveau du mental et de l'inconscient pour casser son addiction et lui apporter le soutien qu'elle avait besoin pour se libérer de ça. Et ça, c'est un exemple. J'ai d'autres personnes qui sont venues aussi, qui ont lâché des peurs sans pouvoir nécessairement les nommer, qui étaient extraordinaires. Je me souviens notamment d'un cas d'un jeune homme qui était venu il y a une année de ça, et il venait d'Avignon. Il s'est tapé 3 heures de route pour venir faire une séance de presque un peu plus d'1 heure avec moi et repartir. Première séance, ça se passe extrêmement bien avec... il ressort la séance, mais la banane jusqu'aux oreilles. Il avait l'impression de flotter sur un nuage, vraiment un sentiment indescriptible. Et il me renvoie un email 2-3 jours après, il me dit, écoutez Pascal, j'aimerais bien revenir la semaine prochaine si c'est possible. Il n'y a pas de problème. Il revient la semaine d'après. Et là, je me souviens, c'était quelque chose. La séance était à 11h. On fait la séance. La séance se termine. Le programme sous l'Amploussia se termine. Et je le vois pas aussi serein que la première fois. Puis je lui dis, tout va bien? Et il me dit, ouais. Et, je sais pas, il voulait pas rentrer dans les détails. Bon. Mais je sentais qu'il y avait un truc différent et bizarre. On discute un moment, il prend congé de moi et il part. Il m'envoie un email le surlendemain pour me dire, écoutez Pascal, je voulais juste vous donner un petit feedback par rapport à notre deuxième séance. Je voulais que vous sachiez qu'en fait, j'ai beaucoup de choses qui ont travaillé, qui sont remontées. Je peux pas vous dire pourquoi, mais j'ai des émotions qui sont remontées. En fait, j'ai pas pu reprendre la voiture avant 20h le soir. J'ai pleuré pendant 3 heures l'après-midi. Et je pouvais pas me retenir. Et je vais pas vous dire pourquoi. Et vraiment, il m'a fallu l'après-midi pour que ça passe avant de reprendre le volant. Et j'ai très bien dormi. Mais le lendemain, une clarté d'esprit et une sensation vraiment de bien-être, mais comme j'avais rarement connu. Et j'ai vu plusieurs amis dans la journée. Et à 3, voire 4 reprises, on lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe? T'as une lumière aujourd'hui? Non, mais quand ça arrive une fois ou deux, ok, mais ça arrive 3-4 fois dans la même journée, à un moment on me dit, il y a quelque chose, c'est pas possible. Et effectivement, je pense que là aussi, cette séance avait fait remonter, si j'ose dire, des émotions, des fréquences, des vibrations de blocage émotionnel et qui devaient sortir. Et c'était très intéressant de voir comment ça s'est manifesté chez lui. Généralement, l'expérience, elle est vraiment très positive. Quand je dis généralement, c'est à 99,6% mesuré, ce qui est quand même très élevé. Ça veut dire, voilà, ça vous laisse vraiment les gens une sensation de bien-être, d'apaisement au niveau mental, de relaxation, voire de régénération aussi. Il faut savoir que 20 à 30 minutes sous la lampe, c'est à peu près l'équivalent de 2 heures de sommeil. Donc pour des personnes qui sont effectivement aussi un peu fatiguées, ça requinque. Même si on peut se sentir un petit peu groggy juste après la séance, mais en général ça remonte très vite le métabolisme et je peux le mesurer. Parce qu'effectivement j'ai un autre appareil
que je couple en fait à la Lucia, qui est complètement indépendant, qui me permet vraiment de voir en fait l'impact de cette lumière sur le corps au niveau physiologique et énergétique. Donc on peut vraiment voir l'impact qu'elle a au niveau du système nerveux autonome, au niveau du système neuro-hormonal, au niveau du système évidemment cardiovasculaire, au niveau du système psycho-émotionnel et au niveau énergétique, au niveau des méridiens, des chakras, de l'aura, des doshas. C'est des aspects qui nous amènent très loin dans l'analyse de ce qu'on appelle du biorhythme finalement, mais ça montre vraiment, on voit vraiment entre l'avant et l'après, c'est bluffant. Chez 80% des personnes, on voit vraiment une différence notable. Et voilà, là je peux vous donner encore un autre exemple, si vous voulez. J'ai une dame, alors ça c'est un exemple, entre guillemets, ça c'est très bien fini, mais sur le coup qui était pas si positif que ça, mais attendez la fin. Il y a 2 semaines en arrière, j'étais à Salon de Provence pour 3 jours de séance de lumière Lucia, puisque je me déplace souvent. Et j'ai une dame qui est venue, c'était le dimanche matin, et pendant la séance, elle se sentait pas bien. Je lui demande, tout va bien? Ouais. Elle essayait de bricoler une réponse, mais on voyait qu'elle se sentait pas, elle était pas bien. Bon, elle fait la séance, et puis à la fin de la séance, elle m'écoutait, je sais pas, mais j'avais des sensations de nausée pendant la séance. Et puis je dis, écoutez, laissez décanter, c'est que ça travaille sur des aspects de vous qui fait que vous les percevez comme ça, vous en faites pas, ça va passer. Et puis ça a duré encore un petit peu de temps après. Alors je mentionne cet exemple parce que déjà je trouve très très intéressant, vous attendez de voir la fin de l'histoire, mais surtout c'est quand même des exemples rares. En général, les gens, ils n'ont pas de ces sensations-là, au contraire, c'est plutôt extrêmement joyeux, on a souvent le sourire jusqu'aux oreilles, on se sent mais complètement différent. Bref, il faut croire que les fréquences de lumière qui ont été envoyées durant sa séance ont justement eu un phénomène de résonance. On parlait d'effet miroir avant, mais c'est un peu la même chose là, par rapport à certaines fréquences générées par certaines émotions dans son corps. Et ça s'est traduit par des sensations entre guillemets de mal-être ou de nausée. Bref, elle me renvoie un email le lundi soir à 11h30 du soir. Et elle me dit, écoutez Pascal, je voulais quand même vous remercier pour la séance parce que même si sur le coup ça paraissait pas terrible, mais il y a quand même plusieurs choses assez dingues. Déjà, je me suis réveillé ce matin avec une sensation de fluidité dans mon corps et de bien-être ça fait très longtemps que j'avais pas revécu ça. Et vraiment, je me sens vraiment bien. Par ailleurs, j'ai fait un rêve aussi la nuit dernière, prémonitoire. J'ai dit, ah bon? Et elle me dit, oui, j'ai rêvé que mon mari rentrait du travail et m'annonçait qu'il avait reçu une augmentation salariale de tel montant. Bon, bref. C'est rare de nos jours. Oui, c'est ça. En plus, c'est rare. Figurez-vous que le lundi soir, le mari rentrant lui annonce qu'il a reçu une augmentation salariale du même montant qu'elle l'a rêvé. Incroyable. Et il n'y avait pas eu d'antécédent, dans le sens où c'était absolument inattendu. L'employeur de son mari ne lui avait pas prévenu avant ou quoi que ce soit. Il a annoncé ça le jour comme ça. Et elle me dit, c'est dingue parce que en plus je ne rêve jamais. Enfin, c'est pas qu'elle rêve jamais. Elle s'en souvient pas. Voilà, elle s'en souvient pas. Mais en plus, elle n'était pas forcément sujette à des rêves prémonitoires. Donc c'était un double gagnant là. Dire. Et c'était donc très puissant. Et elle me renvoie un deuxième email le mardi soir pour me dire, écoutez Pascal, je sais pas ce qui se passe, mais j'ai l'impression d'être sur un nuage. Je me suis jamais aussi bien senti toute ma vie, c'est quand vous revenez. Et c'était magnifique. C'est magnifique. Et quand on voit ce qui se passe, cette machine, elle fait ce que j'appelle une vraie remise ou reset. Remise à zéro en fait du système neuronal. Justement. Donc, une reconfiguration neuronale sur le cerveau, c'est ça. Exactement. Et donc du coup, si vous avez des fonctionnements dysfonctionnels au niveau mental ou cérébral, c'est remis à zéro. Donc ça ne veut pas dire que du jour au lendemain vous pouvez éradiquer des problèmes, mais potentiellement, moi je l'ai déjà vu arriver et je l'ai vu aussi arriver dans les jours qu'on suivi, voire dans les semaines qu'on suivi. C'est aussi important de le mentionner. Par ailleurs, c'est vrai que moi je circule beaucoup en ce moment, je me déplace beaucoup justement pour faire découvrir aussi cette lampe et cette technologie. C'est sûr que dans le cadre d'une séance découverte, que d'ailleurs vous vous souvenez parce que vous avez fait aussi l'expérience qui était très intéressante, il y a l'aspect découverte par rapport à une séance. Mais moi, quand je reçois des clients au cabinet, très souvent on fait plusieurs séances et ça permet d'aller beaucoup plus loin aussi dans le travail et la réinformation d'une nouvelle information
harmonieuse que le corps a besoin. Alors justement, oui, est-ce qu'il faut plusieurs séances pour obtenir un résultat vraiment probant, même si au départ, à la première séance, on a eu un résultat? Malheureusement, ça dépend des personnes. Oui. On n'est pas tous égaux devant cet aspect-là, et je l'explique tout simplement parce qu'effectivement, si vous voulez, on a tous un câblage différent. Oui. J'aime bien dire aussi cette analogie des circuits électriques, donc vraiment, on est tous câblés différemment. Des fois, on rigole en parlant de certaines personnes en disant qu'ils n'ont pas l'électricité à tous les étages, mais l'idée, en fait, elle n'est pas entièrement saugrenue. Donc, le but, c'est de créer une réinformation dans ce câblage, justement pour induire un changement. Ce changement, il va se percevoir, et ça c'est encore un mot-clé très important, c'est la perception. Ce changement, il va se percevoir de façon différente d'une personne à l'autre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette lampe, elle génère essentiellement des états de relaxation, voire méditatifs très profonds, sur une grande majorité de personnes. Sur certaines autres, peut-être qu'il faut plus qu'une séance pour induire ces états-là, mais c'est pas grave. Et moi, je le mesure aussi avec cet autre appareil que j'ai mentionné avant, puisqu'effectivement, on voit chez beaucoup de personnes une augmentation des ondes θ au niveau du cerveau apparaître, et qui n'apparaissent en général justement que dans cet état qu'on appelle hypnagogique, qui est cet état de frontière entre la veille et le sommeil. Et c'est ce que cette machine, elle fait. Elle induit vraiment cet état hypnagogique. Et on peut effectivement sentir à des moments des phases où on a l'impression de s'endormir, puis après de revenir dans son corps. Et puis on est constamment sur ce fil de funambule qui nous maintient souvent dans cet état-là particulier. Et voilà. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour, nous sommes toujours en compagnie de Pascal Radic. Nous parlons de thérapie quantique. Finalement, vous avez jamais eu d'échec? Non. Même les personnes qu'on pourrait appeler, j'aime pas utiliser ce terme, mais oui, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Peut-être réfractaires. Réfractaire, oui. Voilà, exactement. J'aime pas trop ce terme. Dans l'absolu, aucune personne n'est vraiment réfractaire à ça. Il faut pas oublier que fondamentalement, je reviens sur ce que je disais au départ, on est des êtres d'énergie, on pourrait aussi dire on est des êtres de lumière. Et ce que je trouve intéressant, c'est que cette machine, en fait, elle vous envoie de la lumière à l'intérieur. Et d'un point de vue peut-être métaphysique, encore une fois, on retrouve cet effet miroir. Et c'est ce qu'on cherche aussi à induire, c'est-à-dire que la personne, elle se reconnecte à sa lumière intérieure. Et ça peut vraiment être, encore une fois, perçu, toujours le même mot-clé important, de façon vraiment très différente. Alors, en termes de ressenti ou de sensation, il y a des gens qui peuvent avoir des phénomènes de décorporation, de désidentification à leur personnalité, et donc d'unité par rapport au tout. Le nombre de personnes qui m'ont dit, à la suite d'une séance, c'est incroyable, j'avais l'impression de revenir à la maison. Ah oui, bah ça c'est les expérimentateurs de NDE qui disent ça. Voilà, et quand je parle de la maison, je parle pas de la maison physique. Non, la maison là-haut. Voilà, la source. La source. D'où nous venons. Oui. Et le nombre de fois que je l'ai, et les gens n'ont jamais eu, se sont pas passés de moi avant, je veux dire, ça sort comme ça spontanément, c'est extraordinaire. Ah oui. C'est quand même extraordinaire. Oui. Mais encore une fois, pas tout le monde me le dit, mais un certain nombre me le dit. Donc, il faut croire qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Mais encore une fois, la perception est vraiment très différente d'une personne à l'autre. L'expérience est encore une fois, personnelle. Donc, moi, je peux jamais anticiper ce qui va se passer. Même si, évidemment, je tiens mes statistiques, donc je sais à peu près ce qui va probablement se passer. Mais on n'est jamais à l'abri d'une exception. Après, sur ces exceptions-là, c'est sûr que peut-être que ça nécessite un travail un peu plus long. Moi, j'ai eu l'impression de toucher quelque chose que je connaissais, mais c'est indéfinissable. Parce qu'on est tellement coincé ici, bloqué, avec nos œillères. Mais j'ai eu la sensation de redécouvrir quelque chose que je connais, mais je peux pas dire comme certains, les expérimentateurs des NDE, je revenais à la maison. C'est une sensation, c'est indéfinissable. Oui, je suis tout à fait d'accord et j'aime beaucoup cette formulation. Parce qu'au niveau conscient, on a oublié d'où on est. Ça fait partie des règles de la vie. Quand vous vous incarnez, quand vous naissez, le voile de la conscience, elle tombe. Et vous devez tout redécouvrir et comprendre par vous-même. Oui. Et puis on se charge aussi de nous plomber quand même ici. Hein. C'est sûr, la société dans laquelle on est, elle est très douée. Ah ouais. D'ailleurs, remarquable. C'est sûr. Bon boulot. Hein. Mais après,
Et encore une fois, malgré cela, certaines personnes ont des aptitudes et des potentiels qui vont faire qu'elles vont comprendre certaines choses ou percevoir, encore toujours le même mot qui revient, de manière différente. Pour moi, ça a toujours été une évidence, par exemple, que cette dimension physique n'est de loin pas l'ultime réalité. Pour moi, l'évidence d'autres êtres sur d'autres plans de conscience, des extraterrestres, des êtres de lumière, des élémentaux et tout ça, c'est une évidence. Mais c'est évident, ouais. Et oui. Et d'ailleurs, il n'y a pas de raison qu'on vous raconte souvent des histoires comme ça quand vous êtes petit, et que souvent, de nombreux petits, justement, perçoivent ces êtres-là qui vivent sur d'autres fréquences. Parce qu'ils sont encore pas brimés dans leur filtre et dans la perception de la réalité. C'est vrai que quand j'avais 6 ou 7 ans, que j'ai découvert la mort selon les explications des adultes, je me suis dit qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce que c'est que ça? Mais j'ai dit c'est pas possible, c'est pas possible. Le mot est venu tout de suite, c'est pas possible, ça ne peut pas exister. Donc à un moment donné, vous savez ce que c'est, hein, la famille, la société, les gens. Je me suis dit raconte n'importe quoi, il y a quelque chose. Je suis allé voir comme un réflexe d'enfant, les curés, et je suis rentré par la porte, et je suis ressorti par la fenêtre, je dis, ils sont tous fous, il y a quelque chose, je vais le découvrir. Alors, c'est pareil, quand on me disait, j'avais 6 ans, à peine 6 ans, on me disait, et je me souviens, il y avait des adultes, je le raconte souvent ça, il y avait des adultes à côté de moi, j'étais assis sur le bord du trottoir, et les adultes disaient, est-ce qu'il y a d'autres planètes habitées? Alors moi, je haussais les épaules, je lui dis, bien sûr. Il me disait, pourquoi tu hausses les épaules? Je lui dis, c'est évident, regardez, levez le nez, hein, c'est quand même assez évident, quoi. Vous l'avez sous le nez. Voilà, pour moi, c'était des évidences. Et comme à l'époque, il n'y avait pas la littérature qu'on a aujourd'hui, les librairies ésotériques, mais j'aime pas ce mot-là, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, il n'y avait pas l'information comme on a aujourd'hui, c'était quand même le parcours du combattant. Mais je savais. C'est vrai que c'était une autre époque qui était beaucoup plus hermétique encore par rapport à aujourd'hui. Et puis c'est vrai qu'avec l'avènement d'Internet depuis les années 90, tout s'est ouvert, c'est incroyable. Aujourd'hui, vous trouvez du tout. Et c'est ça qui est aussi magnifique. Mais l'information est à disposition. Oui, exactement. À condition de frapper aux bonnes portes, évidemment. Oui, aussi, c'est sûr. Mais effectivement, vous voyez, vous-même, vous pressentiez des évidences. C'est évident. C'est même plus que des certitudes, c'est une conviction profonde, intrinsèque à votre être. C'est ça. Comme si vous ne pouvez pas justifier ce que c'est ou expliquer, mais c'est plus qu'une évidence. On n'est plus dans l'ordre du rationnel. Mais attention, hein, parce que les adultes font un sacré ravage sur les enfants. Parce que moi, je suis rentré en conflit à l'époque. Parce que moi, j'avais été élevé par mon arrière-grande-tante. On avait une grande différence de génération. Moi, je l'ai perdu, j'avais à peine 14 ans. Hein. Et là, c'était confus dans ma tête parce que j'avais le savoir qui était enfoui au fond de moi, et puis les adultes qui me disaient, mais arrête de raconter des histoires, t'es un rêveur, t'es ci, t'es ça. Et là, je suis rentré en conflit, et donc, avec la perte de cette personne, de ma tante qui m'avait élevé, ça m'a poursuivi, hein. C'est pour ça que j'ai fait ce chemin. Et c'est pour ça que je fais cette émission aujourd'hui. Oui, la clé des mystères. Hein. Voilà. Pas de raison. Oui, parce que on dit, faut parler de la mort. Oui, j'ai dit parler de la mort à qui vous voulez, aux enfants à qui vous voulez, mais parlez-en correctement surtout, ou sinon taisez-vous. Oui, c'est ça. Parce que c'est grave. Moi, ils m'ont perturbé. Hein. De cette perturbation, de tous ces conflits, je l'ai transformé. Mais tout le monde n'arrive pas à transformer tout ça et puis à arriver vers l'évidence. C'est sûr que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Oh là, non, moi qui aime bien la tranquillité. Moi aussi, d'ailleurs. La vie est un long fleuve, mais il y a souvent des embûches. Hein. Il y a des troncs, il y a plein de choses qu'il faut éviter. Et je pense que ça sert à rien à chercher à contre-courant. Au contraire, c'est utiliser sa conscience pour se laisser à la fois porter, mais en même temps éviter les obstacles. Voilà, c'est ça, tout à fait. Mais il faut être lucide, parce que quand on n'est pas lucide, qu'on est complètement dans le brouillard, comme ça, non, c'est pas possible, hein, là, vraiment non.
Mais après, quand c'est le cas, il faut céder, justement. Oui. Quand on est dans des phases, justement, où on est dans le brouillard, comme vous dites, il y a toutes sortes d'outils et de personnes qui ont des talents, justement, pour aider à que ce soit, je sais pas moi, un astrologue, un médium, quelqu'un qui tire les cartes pour essayer de voir des potentiels par rapport à certaines choses, peu importe. Ou peut-être la lumière Lucia, parce qu'effectivement, elle apporte aussi une clarté d'esprit, notamment chez des personnes qui sont dans des phases de décision importantes. Mais bon, il existe toutes sortes d'outils que la vie nous met à disposition, et il faut pas s'encrouter dans une vision des choses. Au contraire, il faut utiliser ces outils, c'est fait pour. Moi, je me suis dit, à l'âge de 13 ans, bon, allez, il y a des médiums, il y a des gens qui parlent avec des esprits. Bon, on dit que c'est des histoires. Bon, enfin, il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a aussi ce que je vois au-dessus de moi. J'ai commencé à travailler avec ça, hein, donc très peu, finalement. Hein. Et je me suis dit en même temps, est-ce que les adultes... Alors, je regardais comment se comportaient les adultes, je dis qu'ils font quand même pas mal d'âneries, donc s'ils font pas mal d'âneries, c'est qu'ils en racontent aussi. J'ai commencé comme ça à raisonner. Voilà. Mais je croyais que tout le monde pouvait le faire, mais finalement je me suis aperçu que quand je parle avec certaines personnes, ils n'arrivent pas à accrocher. Donc ils restent comme ça. Je sais pas comment ils peuvent faire pour vivre comme ça, ça doit être très difficile, quoi. Moi, je pense que, et bon, je suis loin pas le premier, il y en a d'autres bien avant moi qui l'ont dit et qui l'ont prédit, notamment Dolores Cannon, que je mentionnais au départ, qui, dans un de ses bouquins, qui parle de des fameux 3 vagues de volontaires, depuis les années 60, qui se sont incarnés sur Terre pour aider à la transition d'un nouvel âge. Oui. Je pense qu'effectivement, il y a des âmes qui sont dotées d'une ouverture spontanée sur certaines choses, sur d'autres réalités, sur d'autres possibilités, et d'autres qui sont vraiment très ancrées dans la matérialité. Et c'est sûr que ces âmes-là, ces personnes-là, faut juste leur donner de l'amour. Et puis, garder un cœur ouvert par rapport à elles, reconnaître qu'il existe plus que cette réalité et qu'elles n'ont pas conscience de ça, et qu'il faut respecter ces visions-là, ces croyances. Oui, c'est des croyances. Parce que ça va dans les deux sens, hein, les croyances. Absolument. C'est des croyances qu'il n'existe rien au-delà de la mort ou au-delà du monde physique. Tout comme le monde des plans spirituels, ça peut être perçu comme une croyance par d'autres. Mais je pense qu'effectivement, c'est un tout. Mais après, encore une fois, je disais tout à l'heure que on peut pas séparer la conscience ou l'esprit du corps, parce que il y a constamment des échanges qui se font. Même si avec ces personnes-là, vous avez l'impression que ça donne rien. Le simple fait d'instiller une petite idée, peut-être que la graine, elle va pousser plus tard. C'est ce qu'on m'a dit, Elle est en elle. Et vous avez fait votre dû. Et l'intelligence supérieure qui dirige un petit peu, qui tire toutes les ficelles, comme on dit parfois, elle a son plan, et c'est pas à nous de préoccuper ça. Nous, on a juste fait notre chemin d'être dans l'instant présent, d'être en conscience avec ce que l'on fait, ce que l'on dit. Si on se sent de partager, de dire quelque chose qui élève un peu la réflexion, faites-le. Si vous sentez de vous taire, faites-le. Et puis c'est tout. Non, parce et que ça marche comme ça. Quelque part, ça m'ennuie de les voir souffrir, parce que je sens bien qu'ils souffrent. Même s'ils le disent pas, même s'ils se cachent avec des superfuges comme ça, on voit bien qu'ils souffrent. Donc j'ai tendance, moi maintenant, mais j'avais tendance à forcer un petit peu les choses comme ça. Puis je me suis aperçu que ça servait à rien, que quand un fruit est mûr, il est mûr à un moment donné. Vous venez de dire une phrase très juste qui était formulée sous une autre façon, qui était quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Voilà, c'est ça, oui. Et c'est exactement ça. Ou quand le fruit est mûr, il tombe. Ça sert à rien d'essayer de l'arracher avant. Non. Il sera amer de toute manière. D'ailleurs, il risque de vous le rendre de manière amère. Donc, c'est exactement ça. Mais ça vous empêche pas de l'arroser avec de l'amour et une bonne parole. Ça veut pas dire que vous êtes là pour prêcher la bonne parole. Non, c'est pas ça. Si vous voyez qu'une personne, elle est coincée dans ses schémas et dans ses croyances, rien ne vous empêche de lui donner le petit mot qui va peut-être l'aider pour le soutenir, pour la challenger dans ses croyances. Exactement. Avec respect et amour toujours. Et puis après voilà, elle reste dans ce cheminement, et à un moment ou à un autre ça va se débloquer. Ça va être par d'autres personnes, ou peut-être ça sera encore, parce que malheureusement elle va devoir encore se prendre quelques vents et quelques claques, je m'excuse mais c'est comme ça, avant qu'on comprenne et qu'on décide de penser autrement. Einstein il disait on peut pas résoudre un problème avec le même état d'esprit qu'il a créé. Parce que comme dit quelqu'un que nous connaissons, le but il est pas d'être dans la croyance, mais d'aller vers la vérité. C'est ça. C'est ça, le but, c'est d'aller la vérité. Parce que les croyances, ça sert à rien.
de part et d'autre. Hein, c'est que quand j'ouvre la fenêtre le matin, il y a le ciel bleu, il y a la maison en face, il y a le soleil. Hein, ça, c'est la réalité. C'est ça qui nous intéresse. Les croyances. En même temps, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'à un certain moment, au départ, ça peut être des croyances. Le fait que quelqu'un décllare que la Terre était ronde il y a quelques centaines d'années, il était pris de fou et d'ineptie, puis d'ailleurs, il a presque mal fini. Il a mal fini, ce qui est regrettable. Mais aujourd'hui, c'est un fait établi scientifiquement. Donc on n'a plus à croire ça, c'est une évidence. C'est un fait. Néanmoins, on ne sait pas de quoi est fait demain. Encore une fois, ça c'est des projections de l'esprit. Demain, la Terre peut, comme disait quelqu'un d'autre que je connais, peut s'ouvrir devant vous et puis tout se termine. Hein, le soleil, pour X raison, peut exploser, je sais pas pourquoi. Bon, bref. Et puis tout se termine. Je parlais de l'âme, ce que l'on est, notre essence éternelle. C'est ça. C'est aller vers ça. C'est ça qui nous intéresse. Là, ici, on est dans un décor. Donc, c'est pas le décor qui importe. C'est qui nous sommes d'une manière éternelle. C'est ça qui est intéressant. Le reste, ma foi. Et après, la vie est faite d'aventures et d'expériences. Voilà, de création. De création. Tout est une question de choix. Même pour les choses dont on pense ne pas avoir le choix, il y a toujours une prise de décision à un niveau inconscient supérieur à un moment ou à un autre. Et quand on a de la peine à se dire, ok, je peux vraiment rien faire, dans ce cas, on se laisse porter, on n'essaie pas de nager à contre-courant, comme je disais tout à l'heure, et puis les choses vont se dissoudre. Mais en général, c'est parce que effectivement, on s'identifie à des situations qui font que l'expérience peut être douloureuse ou vraiment agréable et merveilleuse. Exactement. Mais ça revient exactement dans ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire reprendre conscience de cette source de laquelle nous sommes issus. Et de la manifester à chaque instant dans nos actes, dans nos pensées. C'est un effort, hein. C'est pas évident, je suis tout à fait d'accord. Mais ça commence par des petits bouts à droite à gauche, et puis à force, on fait son chemin. Alors, une dernière question. Vous avez un site www.pascalradic.com et sur votre site, vous parlez de régénération par l'ADN. Vous pourriez nous en dire quelques mots ? En fait, c'est une technique qui est issue d'un Russe qui commence à se faire connaître, qui s'appelle Grégory Grabovoï. En France, il y a d'ailleurs une association qui est responsable un peu de diffuser sur ses enseignements et de former les gens, qui est l'association 888. Si vous cherchez ça sur Google, vous le trouverez. Mais cette technique, moi j'ai été formé en Australie, mais la base est la même. Elle se base sur le postulat qu'en fait, tout dans l'univers est mathématique et tout est fréquence et vibration. Et que pour chaque chose qui est manifeste, correspond à une vibration qui lui est propre. De même que les choses, entre guillemets, négatives. Et j'entends, d'un point de vue beaucoup plus pragmatique, des maladies ou des pathologies. Et ce monsieur, Grégory Grabovoï, a été capable de lister en fait une quantité phénoménale de maladies, de cancers, de pathologies diverses et variées, et d'identifier la série de fréquences sous forme de chiffres, en fait. Une série de chiffres, aussi simple que ça, qui génère une forme d'onde qui va contrecarrer en fait la fréquence générée par la pathologie, la maladie, le cancer ou autre. Et potentiellement on peut complètement l'éliminer. Après, il y a des petits protocoles sous forme d'affirmation ou de prière, si vous voulez, qu'on fait une fois en parallèle, qui vont aller soutenir ce travail. Mais finalement, c'est une technique très simple. D'ailleurs, les gens s'attendent souvent à que ce soit des choses compliquées, mais non, le pouvoir de manifestation est aussi simple que ça. Donc, c'est des séries de chiffres que vous marquez sur un bout de papier, plus des petits protocoles à faire ou à réciter une fois. Mais cette technique a permis de guérir des personnes de maux et de problèmes de tout bord. Là, encore une fois, il y a 10 jours en arrière, j'ai une personne qui souffrait d'anxiété vraiment chronique, pathologique, vraiment sérieuse. Et il m'a demandé à l'aide par rapport à ça. Et je lui ai dit, écoutez, il n'y a pas de souci, je lui fournis une série de chiffres. Et dans les heures qu'on suivit, son angoisse l'a quitté. Et ça a duré plusieurs jours, et ça continue. Maintenant, il attend les protocoles, parce que j'étais en déplacement, j'ai pas eu le temps de lui préparer les protocoles, mais ça va pas tarder. Mais cette personne, Grégory Grabovoï, il a fait repousser des organes. Chez des gens. Des organes qui avaient été soit ôtés à la suite d'une opération, soit d'une malformation. C'est fou, ça. Dire, le potentiel, il est énorme. On possède tous en nous des cellules souches qui sont capables de reprendre n'importe quelle forme. D'ailleurs, une chose que je recommande souvent d'ailleurs autour de moi, c'est la pratique du jeûne. Oui, on en a parlé ici à la radio. Et il y a différentes formes et formules de le faire. Et je peux
parler par expérience parce que ça fait plus de 16 ans que je le pratique. Donc, je l'ai vu sur moi-même et je l'ai vu sur d'autres personnes. Des personnes se soigner, se guérir de choses inconcevables. Évidemment, il y a des cadres à poser. Oui. Mais même le simple fait de faire un jour par semaine, par exemple, c'est extraordinaire pour le corps. On a découvert d'ailleurs scientifiquement il n'y a pas longtemps que le fait de faire des jeûnes prolongés permettent la production de cellules souches dans le corps. Ça, c'était scientifiquement démontré. Donc du coup, là aussi, il y a des potentiels de réparation et de régénération qui peuvent se mettre en place. Déjà simplement par une pratique aussi simple que ce qui était naturel chez nous il y a des milliers d'années, les périodes de diète et de famine, etc., c'était connu. Aujourd'hui, dans un monde de globalisation, on a tout. On est en surpoids d'ailleurs. Donc ces périodes-là, elles n'existent plus. Mais dans la nature, c'est programmé. Vous avez l'hiver, pour certaines espèces d'ailleurs, qui vont hiberner, qui vont perdre du poids, elles vont rentrer dans un processus de jeûne. Évidemment, elles vont perdre du poids, mais tout va se régénérer en elles. Que ce soit l'ours, le sanglier et d'autres, ils vont manger très peu, et il y a toutes sortes de choses qui vont se mettre en place dans leur corps. Donc là, on parle d'une technique ancestrale qui commence à revenir au bout du jour, comme si c'était quelque chose de nouveau, qui me fait sourire. Mais en même temps, voilà, par rapport à Grégory Gromowoi, finalement, il utilise d'autres techniques vis-à-vis des formes d'ondes sous forme de chiffres qui vont provoquer potentiellement les mêmes choses. Donc c'est ça que je trouve très intéressant. Il y a encore le cas d'une amie aussi que je connais, d'une dame qui avait un cancer du sein, qui m'a demandé de l'aide par rapport à ça. Je lui ai donné des chiffres et des protocoles. Et au bout de 3 semaines, il n'y avait plus aucune trace. Elle a fait l'échographie et tout, il n'y avait plus rien. Alors, je ne veux pas prendre tout le crédit par rapport à ça, parce que je sais que elle s'est donné tous les moyens possibles pour surmonter sa maladie, et puis elle a fait d'autres choses en parallèle, mais c'est clair que ça a certainement contribué, ça c'est clair et net. Ça fait partie de ces nouvelles techniques de notre époque, ce que j'appelle les thérapies quantiques. Parce que effectivement, on rentre dans un autre fonctionnement au niveau vibratoire, au niveau des formes d'ondes, au niveau des fréquences, que ce soit par les chiffres, par la lumière, par le son. C'est un ensemble de choses. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour, nous sommes toujours en compagnie de Pascal Radic, nous parlons de thérapie quantique. Alors j'avais fait une émission avec un intervenant sur le jeûne qui m'expliquait que lui mangeait qu'une fois par jour, ce que je fais également moi, une fois par jour, et c'était tout quoi. Donc une fois tous les 24 heures. Le petit déjeuner il oubliait. C'est vrai que moi j'ai jamais eu faim le matin. On me disait mais tu déjeunes pas? Non, je peux pas. Le matin c'est impossible. Il expliquait que finalement c'était très bon. Oui. Et moi je vais vous dire plusieurs choses par rapport à ça. Quand on a une alimentation en dents de scie, qu'on mange mal, qu'on n'a pas d'horaire et tout, la fameuse règle manger comme un roi au petit-déj, comme un prince à midi, comme un pauvre le soir, elle est très bien, elle est juste. Mais ça, c'est une première étape. Après, quand on commence à rentrer dans un fonctionnement où on écoute son corps, et c'est-à-dire qu'on ne se fixe plus à des modèles d'horaire de la société, parce que c'est culturel, c'est sociétal, etc., là, on se rend compte qu'en fait, on a moins de besoins qu'on le pensait. Moi, c'est pareil. Pendant des années, le petit déjeuner, pour moi, c'était sacré. Et on n'y touche pas. C'est très français, ça, d'ailleurs, en plus. Voilà, exactement, c'est très français. À force de faire des explorations personnelles, je me suis rendu compte que, en fait, quand je mangeais pas le matin, j'avais le même niveau d'énergie la journée que je mangeais ou pas. Je me dis, c'est pas possible. Alors, à quoi ça sert de saturer le corps si je me sens aussi bien? Exactement. Ça m'empêche pas de prendre peut-être un jus de fruits ou un truc le matin. Oui, à la rigueur, un jus de citron. Voilà. Mais plus besoin d'un vrai repas. Après, moi, avant de venir m'installer en 2014 ici à Nice, évidemment tout ce que je pratique aujourd'hui, je le faisais déjà en parallèle, mais j'avais un métier un peu plus régulier et carré. Je travaillais dans un bureau aussi à l'époque, et là aussi je faisais des expérimentations, et je me suis rendu compte que quand je mangeais pas à midi, déjà j'avais plus le fameux coup de barre de 2 ou 3 heures l'après-midi. Et puis, je me sentais pas forcément plus faible ou moins performant qu'un autre moment. Donc, j'ai commencé de plus en plus à réduire, voire à quasiment ne pas manger à midi, quitte à manger une pomme ou un fruit dans la journée, et d'aller dans ce sens-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je mange à peu près un repas et demi par jour. Donc, et c'est vrai que je m'en porte pas plus mal. Exactement. Et je pense que dans l'absolu,
quand on va aller encore plus loin dans cette réflexion, non seulement d'être à l'écoute de son corps et de réaliser que, en réalité, et d'ailleurs, il y a même des études scientifiques qui ont démontré que avec 1000 à 1500 kilocalories d'énergie par jour, vous vivez beaucoup mieux et beaucoup plus longtemps. Et ils ont étudié les fameux centenaires de l'île d'Okinawa au Japon. Il y a plein d'études qui ont démontré, et pareil, c'était testé sur des rats en laboratoire, à des souris. On a réduit l'apport calorique et on a constaté qu'ils étaient beaucoup plus sains et ils vivaient beaucoup plus longtemps. Donc là, c'est pas forcé, il y a une corrélation directe. On mange trop et trop mal à notre époque. Et un de mes messages, quand je vois la plupart de mes clients, c'est de revenir vers une alimentation plus vivante et plus consciente. Ce serait un sujet à développer, justement. Oui, là, on pourra en parler longtemps. On pourra en parler. Et après, si on pousse la réflexion plus loin, effectivement, et je crois que vous avez déjà d'ailleurs interviewé une fois quelqu'un qui fonctionnait comme ça, on se rend compte que dans l'absolu, ce que le corps a besoin réellement dans l'aliment, c'est non pas l'apport calorique, les vitamines ou autres, c'est la source de vie qui est concentrée dans ces aliments. Plus les aliments sont nutritifs et vivants, moins vous en avez besoin en quantité. Logique. Oui, ce qui est absolument logique. Plus c'est raffiné et chimique et tout, plus c'est de la cochonnerie et vous devez en manger plus pour compenser. Non seulement vous saturez le corps, mais en plus il y a tous les effets négatifs qui en découlent. Donc plus vous mangez vivant et vibrant, plus vous puisez cette force de vie qu'on peut appeler le prana, le chi ou ce que vous voulez, la lumière. Et effectivement, on peut arriver à un fonctionnement. Et je pense qu'à terme, notre société, peut-être dans les 200 à 300 prochaines années, sera effectivement des êtres praniques. Alors j'ai interviewé une personne il y a 4 jours qui se nourrit que de lumière. Oui, j'en connais personnellement, j'ai des amis qui fonctionnent comme ça, et je me suis intéressé aussi à la chose, parce que je suis quelqu'un de très curieux, donc j'ai aussi fait mes expériences personnelles. Et effectivement, c'est une capacité innée qu'on a tous, mais qu'on a oublié parce que c'est juste, il y a plusieurs aspects derrière, il y a l'éducation de notre société, nos croyances, il y a la mémoire cellulaire qu'on porte en nous d'une société multimillénaire qui, pour elle, si on mange pas, on meurt. Même d'ailleurs, si on boit pas, on meurt. Je vais le dire sans précaution, mais tout ça, ce sont des croyances. Oui, c'est des croyances. Et des croyances tellement ancrées que du coup, elles manifestent, elles créent notre réalité. Donc, effectivement, si certaines personnes elles sont dans ces croyances, si elles arrêtent de manger, au bout de 3 jours, elles peuvent tomber dans le coma. Enfin, peut-être pas 3 jours, mais 7 jours ou 8 jours. Si elles arrêtent de boire au bout de 3-4 jours, elles peuvent, voilà. Mais il y en a d'autres qui vivent pas dans ce paradigme. Il y en a d'autres qui ont transcendé ces croyances et qui ont pris conscience que on est connecté au tout, que tout ce qui existe dans l'univers, toute la manifestation de la création n'est que pure énergie. Et que si effectivement il n'y a pas de séparation entre l'extérieur et l'intérieur, entre notre corps comme on le perçoit, quel est le raisonnement d'aller prendre un élément extérieur, le porter à la bouche pour nourrir l'intérieur? C'est une ineptie. Quand vous y réfléchissez de ce point de vue-là. Okay. Après, je dis pas que c'est de la capacité de tout le monde. Je dis que c'est un potentiel inné, mais je dis pas que dans le cheminement de vie de tout le monde aujourd'hui, c'est là où il faut aller. La France, par exemple, comme d'autres pays, qui a une culture de la bouffe et de la viande carnée, des aliments carnés, qui est tellement ancrée, c'est sûr que, vous voyez l'écart qu'il y a entre ces deux types de fonctionnement, mais bon, je pense que petit à petit, ça va faire son chemin. Là encore, il y a pas longtemps, il y a des scientifiques qui disaient que d'ici 2050, la Terre sera végétarienne. On n'a pas d'autre choix. Oui, de toute façon, ça m'étonne pas, parce que c'est bien parti, quand même. Parce que vu la quantité, en fait, de sources agraires, de terrains agricoles pour le bétail, ça pompe une surface gigantesque sur la planète et c'est non seulement pas productif, mais ça pollue. Enfin, il y a plein d'aspects dans ce sens-là. Donc, et puis c'est pour ça qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, voilà, il y a plus de mouvements de nourriture bio, de revenir vers des éléments naturels, crus, voilà, tout ça. Il y a une personne que je trouve admirable qui s'appelle Jacques Antonin, qui parle, qui est conférencier et en même temps boulanger, c'est très drôle, qui parcourt la France. D'ailleurs, il y a des vidéos magnifiques de lui sur YouTube qui expliquent en fait l'origine des céréales et la corrélation que certaines céréales ont en termes de fréquence et d'énergie à certains organes dans le corps et l'importance de manger justement certains céréales pour stimuler certaines zones du corps au niveau des organes ou des centres énergétiques. Et tout ça s'est perdu. Ça s'est dénaturé surtout. Un pain d'aujourd'hui n'a plus du tout la même qualité énergétique, si j'ose dire, qu'il y a 100 ans en arrière. Et justement, quand on mange comme ça change, ça modifie l'ADN. Complètement.
Complètement. On revient dans cette notion que je mentionne tout à l'heure, qui est expliquée par l'épigénétique, qui fait que quand on adapte son alimentation, ça peut justement maintenir certains gènes qui sont pas forcément positifs pour nous dans leur expression, ou à l'inverse, continuer à stimuler certains autres gènes pour produire des choses vraiment bénéfiques pour notre santé et notre corps et les muscles et tout. Donc c'est un ensemble de choses, c'est clair, et il faut en être conscient. Alors on peut vous retrouver sur internet www.pascalradic.com. Quelles sont les principales informations que l'on trouve sur votre site ? Alors, j'ai ce site-là, j'ai 2 sites. Donc sur ce site-là, je mentionne un petit peu toutes les techniques, les 4 techniques de soins en fait que j'offre aux gens, qui sont l'hypnothérapie quantique, quand on a mentionné au départ, et juste pour conclure là-dessus, parce que j'ai pas terminé l'explication, c'est une technique à la fois de régression, mais aussi de connexion à notre soi supérieur, qui possède toutes les informations de notre être et de nos vies. Donc on peut avoir toutes sortes d'informations très très transformatrices par rapport à notre vie, et c'est très instructif pour dire ça comme ça. Donc il y a celle-là, il y a effectivement la régénération de l'ADN, il y a le biofeedback quantique et biorésonance que j'ai mentionné tout à l'heure aussi, et puis effectivement il y a l'expérience de la lumière Lucia. Et à ce propos, j'ai un autre site qui est complètement dédié à cet aspect-là, parce que pour moi c'est aussi une grosse partie de ce que je fais, et on peut retrouver toutes les informations sur www.lumierelucia.fr. On mettra les liens sur le site de la radio. De toute façon. C'est gentil. Est-ce que vous avez des projets ? J'ai plein de projets. Bon, déjà, au jour d'aujourd'hui, on va dire ma vision actuelle, c'est de continuer à diffuser cette technologie extraordinaire de la lumière et de potentiellement créer des pôles en France et au-delà, des pôles de lumière à travers d'autres personnes, des particuliers ou autres, qui permettent justement aux gens de venir découvrir, expérimenter cette lumière, de pouvoir vivre ces expériences méditatives, transformatives, de conscience modifiée, et qui vont aussi contribuer à l'élévation de la conscience collective. Parce que cette Terre, aujourd'hui, elle est dans une phase de transformation puissante, avec beaucoup de choses qui se passent à droite à gauche. Vous le voyez aux infos tous les jours. Vous le voyez sur Internet aussi, sur Facebook, etc. Il y a plein de choses, plein d'espoir et en même temps dramatiques. Et on a besoin de plus en plus de gens qui élèvent leur niveau de conscience dans leur fonctionnement, dans la société. Et pour moi, ma vision actuelle, c'est développer davantage et faire connaître cette lumière. Ça, c'est ma vision à court, moyen et même long terme. Et voilà, j'ai des projets d'expansion par rapport à ça. L'année passée, j'ai fait énormément de salons à droite et à gauche, et ça m'a permis de développer et de rencontrer de nombreuses personnes très intéressantes, de développer des amitiés aussi, et des gens qui me font venir par chez elles ou dans leur région pendant un week-end pour diffuser, faire connaître cette lumière davantage. Et d'ailleurs, je passe un message aussi s'il y a des gens qui sont intéressés à ce niveau-là. Moi, je suis toujours très ouvert à pouvoir continuer à diffuser à ce niveau-là, avec certaines conditions évidemment que j'expliquerai hors antenne. Mais ça, c'est la dimension au niveau du travail. Je ne vous cache pas que le gros de mon activité aujourd'hui tourne beaucoup. J'ai énormément de demandes par rapport à la lumière Lucia. Je me doute. Ou la lumière Pandora aussi, c'est une autre version un peu plus simplifiée, qui marche très bien et qui génère les mêmes effets. Donc je travaille sur ces 2 technologies, et il y a un énorme travail à faire. On est encore au balbutiement en fait de comprendre vraiment le champ d'application de ces technologies-là. Donc il y a beaucoup à faire. D'accord. Merci Pascal Radic et bon courage pour la suite en tout cas. Merci. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Fréquence Évasion.